T'as allumé ton micro ou pas encore? Mhm. Bonsoir. Bonsoir Paris. Tu commences, je commence. Qu'est-ce que tu veux faire? Bon, allez. On attend peut-être que les gens s'installent. Bonjour à tous. On va commencer. On attend encore quelques instants que les dernières personnes s'installent. Est-ce que pour l'instant vous passez un bon tour tech? Oui. Alors, comme j'ai l'habitude de dire toujours, on a la lourde tâche de vous réveiller après. On a la deuxième talk après le déjeuner, mais on va devoir vous réveiller après le déjeuner. Et deuxième jour en plus. Et le deuxième jour. Et en plus après, tout le monde s'en va. Écoute, ce que je te propose, c'est qu'on commence. Eh Et tu te bien, présentes. parfait, on va commencer par se présenter. Donc, je m'appelle Magali de la Barrère. Ça fait depuis 4 ans que je travaille chez OVH Cloud. Puisqu'on parle de tests techniques, je vais me présenter en fonction de ça. Donc, des tests techniques, depuis 4 ans, j'en ai fait passer plusieurs centaines. Et donc, vous l'avez deviné, moi, je suis Talent Acquisition Manager. C'est-à-dire que je m'occupe du recrutement de nos équipes tech. Tout profil tech confondu, SRE, DevOps, Manager Tech, PO ou autre. Voilà, et donc aujourd'hui, je suis accompagnée de Laurent. Et donc, bonjour à tous. Moi, c'est Laurent Grangeau. Je suis Solutions Architect aujourd'hui chez Google. Je fais pas mal de trucs à côté. Je fais pas mal de meet-up, serverless, Docker, Kubernetes et pas mal de trucs. Et avant d'entrer chez Google, j'ai passé pas mal de tests techniques dans pas mal de boîtes. Et je pense que tous ici, en tout cas ceux qui font de la tech, ont passé des tests techniques. On a eu quelques débats aussi pendant cette journée, la journée d'avant, sur les tests techniques, si c'est bien, si c'est pas bien. On va voir ça durant notre talk. J'en ai passé des dizaines, que ce soit chez Google, chez des concurrents, chez Sphere, chez AWS, chez OVH aussi. Et justement, ce qu'on va vous raconter là, en fait, c'est le fruit d'une discussion avec Laurent au sujet des tests techniques, un soir. Exactement. Avant de raconter la petite histoire, moi ce que je te propose, c'est... On va reprendre la base. Exactement. C'est quoi un test technique? Donc, vous savez tout ce que c'est, peut-être un test technique. C'est généralement une évaluation d'un niveau de compétence, d'un niveau de connaissance d'un candidat sur un sujet en particulier. Il y a différentes durées, d'accord? Ça peut aller de 20 minutes de QCM jusqu'à potentiellement une semaine ou deux sur des projets. Donc, on laisse des projets à réaliser chez soi et après, on fait un débrief. On a différents moyens de le faire, que ça soit sur site. Moi, je suis rentré chez Google juste après le Covid, donc c'était plutôt c'était en visio. On peut les faire à la maison, comme je l'ai dit aussi. Et en tout cas, ce que moi j'ai remarqué, mais qu'on a partagé le même constat, c'est qu'on a autant de tests qu'il y a d'équipes, ou en tout cas d'entreprises. De manager. Exactement. Voilà. Généralement, ces tests techniques-là, on les fait entre l'entretien RH et l'entretien manager. Alors l'entretien RH, généralement, ça valide le mindset, ça valide la culture, le culture fit, pardon. Et l'entretien manager, ça, c'est juste pour vous projeter le candidat dans l'équipe et voir si on se fit bien avec l'équipe et avec les personnes. Généralement, on le fait quand? Pas trop tôt, parce que sinon ça fait perdre des candidats. Imaginez, vous faites un premier entretien et on vous dit, bon bah allez, feuille blanche pendant 1 heure, tableau blanc, fais-moi un test technique. Tu fais, bah ouais, mais on n'a même pas discuté de la boîte, on n'a même pas discuté de l'équipe, on n'a même pas discuté du poste. Donc il n'y a pas assez de conversation et le candidat n'est pas assez fidélisé. Donc généralement pas trop tôt, ni trop tard. Imaginez, moi j'ai passé des tests techniques chez les GAFA, j'ai 7-8 tests, 7-8 entretiens. Donc imaginez, vous faites un test technique au 8e entretien, ils disent, bah ouais, mais là tu viens de nous recaler au test technique alors qu'on a passé 7 entretiens avant, donc c'est beaucoup trop tard. Donc voilà, il faut vraiment le faire généralement après le RH et avant le manager. Généralement, c'est qui? C'est un opérationnel. Le manager de l'équipe, le lead tech ou une personne technique de l'équipe. Ouais, exactement. Personne de même compétence. Généralement, on ne va pas prendre quelqu'un qui fait du DevOps si c'est pour faire du Node.js, etc. Et du coup, on commence à faire les tests techniques. Alors, pour vous raconter un petit peu, aussi c'est un retour d'expérience sur ce que nous on a fait chez OVH au sein de la DSI. Donc là, je vais me focaliser vraiment au sein de la DSI.
Donc, en pratique, ça donnait quoi chez nous quand je suis arrivée, donc il y a 4 ans? Eh ben, on procédait ainsi, donc entretien RH, test technique et enfin entretien manager. Et moi, je suivais un peu ce process sans me poser plus de questions que ça. Ça fonctionnait. Et puis, let's go. Alors, pour être honnête, quelquefois, j'avais quand même des petits tilts parce que j'allais avoir en test des personnes super juniors qui sortaient d'école et qui allaient déglinguer les coding games dans le bon sens, c'est-à-dire qu'ils allaient vraiment super bien le réussir. Et en parallèle, j'avais des personnes qui étaient reconnues dans leur domaine, par exemple en développement sur une techno ou autre, et qui pourtant avaient de piteux scores comparés justement à des personnes plus juniors. Et donc voilà, ça existait, je le voyais, je me posais la question de pourquoi. Mais en fait, mon gros déclic, ça a été une fois, je faisais un retour négatif justement à une personne qui avait de l'expérience et qui avait eu un score trop peu suffisant pour accéder à l'étape de justement je rencontre le manager. Et donc, j'ai fait ce retour négatif et il l'a très mal pris. Son retour, si j'enlève comment dire, quelques gros mots, c'était en substance de le test n'est pas représentatif, je ne me sens pas jugée à ma juste valeur et en fait bah, vous ne me méritez pas parce qu'en fait votre process est naze. Et là je me suis demandé, est-ce que nous au VH en fait on perd pas certains candidats qui seraient très bien pour nous, mais c'est juste qu'on n'a pas su l'évaluer bien au vu de ses compétences, au vu de sa façon de fonctionner. Et de l'autre côté aussi, le candidat, lui, se ferme la porte de nous parce qu'il a vécu un mauvais process via, en l'occurrence ici, ce coding game qu'il n'a pas apprécié et qu'il n'a pas réussi. Et donc, il se sentit un échec. Et je me suis dit, comment on peut faire mieux? Donc, bilan. Là, en l'occurrence, je prends l'exemple donc, de la DSI et donc du coding game. Ça fonctionnait. On avait recruté comme ça. Mais c'était clairement pas optimal. Et je me suis dit, on peut faire mieux. Et dans cette logique, un jour, j'en ai discuté avec Laurent. Exactement. Du coup, effectivement, on a discuté ensemble, parce que j'ai à peu près vécu la même chose en disant, bah voilà, ton coding game, c'est pas représentatif. Oui, Laurent, pour la petite anecdote, a fait le coding game. Et qu'il n'a pas réussi, d'ailleurs. Comment non, mais du coup, on a discuté, on a vu qu'on avait certaines limites de certains tests. Et généralement, même encore aujourd'hui et encore hier, on discute avec des pairs sur les problèmes de tests. Et généralement, la grosse majorité du temps, c'est test technique, ça sert à rien, c'est une perte de temps parce que ça évalue pas les vraies compétences. Voilà, exactement. Et en discutant avec Mag, il y a 2 ans, elle m'a dit, bah, écoute, moi ça m'intéresse parce que je suis en train de faire un test technique sur le C# et j'aimerais bien avoir ton retour. Alors pour information, pour la petite anecdote, moi j'ai fait plus de 6 ans d'expérience en .NET, donc chez Bouygues Telecom, j'étais tech lead chez Bouygues Telecom, et en gros je me suis dit bah, j'ai plus de 6 ans d'expérience en C#, peut-être un bon moyen d'évaluer la qualité du test, et là le coup près tombe. Qu'est-ce qui se passe? Le résultat c'est quoi? Je pense que vous l'attendez tous, c'est très scolaire. On évalue des connaissances du langage et non pas de la personne, et c'est pas daté dans la vraie vie. Typiquement, en termes de connaissance du langage, c'était est-ce que tel mot-clé existe en .NET 4.5 ou .NET 3 ou j'en sais rien. Est-ce qu'on met un protected plutôt qu'un private ou un public? On s'en fiche un petit peu. Et comment on accède à une propriété C avec de l'héritage quand on fait un héritage de classe. Donc c'est très scolaire et en gros, alors oui on le fait, mais dans le quotidien on va pas faire tout ça. En tout cas, il y a d'autres choses qui sont beaucoup plus importantes. Et je lui dis à Mag, bah voilà, il y a peut-être des tests qui sont beaucoup plus pertinents que ça sur les profils C#. Et donc c'est pour ça qu'on a passé en revue pas mal de tests qu'on va voir avec vous. Là on s'est focalisé sur les plus connus et on va voir à chaque fois les avantages et les inconvénients. Pour la petite anecdote, sur cette slide, vous pouvez voir qu'il y en a une qui me représente, enfin un personnage qui me représente et l'autre c'est Laurent, et celui qui a le plus de barbe c'est Laurent, je vous laisse deviner qui c'est. Alors pour la petite anecdote aussi, le dessin, j'avais plus de barbe, c'était beaucoup plus touffu. Là je me suis rasé un petit peu. Faut mettre à jour. Faut mettre à jour un petit peu, moi, comme ça. Du coup, comme l'a dit Mag, ce qu'on vous propose, c'est de passer en revue les grands types de tests qui existent et savoir s'ils desservent et les entreprises et les candidats. Moi, je vais mettre dans la peau d'un recruté qui passe des tests techniques et vous donner mon retour de ce que moi j'ai vécu, que ce soit dans des boîtes type OVH ou Sphère ou Zenica, ce que vous voulez, mais aussi des GAFAM.
Et Mag va avoir le point de vue de la recruteuse, pour le coup, savoir si oui ou non ça dessert. Et le but, c'est qu'on trouve un bon consensus entre nous. Exactement. Alors, premier test technique. Alors, premier test technique, c'est moi celui que j'ai connu le plus dans ma carrière, c'est l'échange entre pairs. Voilà, c'est généralement le plus répandu. Et on va à peu près voir tous les types de profils tech confondus. Et en gros, comment ça se passe? C'est une discussion entre un candidat et une personne de l'entreprise, un tech lead. Et en gros, qu'est-ce qui se passe? On va discuter sur ok, tu fais du Java, moi aussi je fais du Java, est-ce que tu peux me dire ce que c'est un singleton? J'en sais rien. Bref. Alors il y a plein d'avantages. Donc c'est une discussion déjà entre deux personnes, donc déjà on va avoir ce côté humain. Il y a plein de points forts et on va avoir des axes d'amélioration. Mais l'inconvénient, c'est quoi? C'est que c'est pas structuré. Et c'est qu'entre un candidat et un autre, on va avoir des discussions qui sont différentes. Typiquement, moi, si j'ai plus de feeling de parler de C# et beaucoup moins de SQL, parce que j'aime pas trop le SQL, je vais plutôt orienter la discussion vers mes points forts et laisser de côté mes points un peu plus faibles. Mais en tout cas, ça met à l'aise parce qu'on a vraiment un feeling entre deux personnes. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Mag? Côté entreprise, en fait, je vais rebondir sur ce que tu dis. Côté entreprise, et ce qui est chouette, c'est qu'il n'y a pas grand-chose en fait à préparer en amont, donc c'est rapide. On reçoit le candidat pour 1 heure et ça permet de checker ce qu'on a besoin de checker. Et ça permet aussi de voir en face de nous un candidat qui s'exprime librement sur ce qu'il connaît et donc de se mettre en avant sur son domaine d'expertise. Le petit bémol, c'est que justement, le candidat va avoir tendance à aiguiller la conversation vers ce qu'il connaît et donc à aller et donc à emmener en fait toute l'équipe qui est face à lui et qu'il le teste vers des sujets connus qu'il maîtrise. Et donc, chez nous, c'est un test qu'on utilise, qu'on utilisait et qu'on utilise encore, notamment au sein de nos équipes CTO. Et on remarque que malheureusement, il y a plus avec ce genre de test des déconvenues entre le niveau perçu pendant le test technique et le niveau réel perçu après pendant la période d'essai. Et donc ça a amené malheureusement ce genre de test en fait à des ruptures par la suite de période d'essai parce qu'il y avait justement ce décalage. Aujourd'hui, ce test technique, quand il est vraiment voulu par les managers dans leur process, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on va vraiment avant choisir ce sur quoi on va interviewer le candidat, les sujets qu'on va aborder, et en fait on va être certes sur une discussion technique, mais sur une discussion technique qui va être extrêmement cadrée avec tout plein de sujets à aborder pour que qu'on soit avec X ou avec Y comme candidat, on aborde les mêmes points et de façon poussée de la même manière. Donc, si jamais on fait la météo de ce test, Laurent, à chaque fois on fait une petite météo pour savoir si jamais c'est bien pour le candidat et pour l'entreprise. Où on en est, Mister Météo? Oui, alors moi je fais effectivement le rôle de Mister Météo. Si on regarde côté entreprise, on est bof par rapport à ce que tu dis. Et côté candidat, c'est plutôt intéressant puisque, comme je l'ai dit, on peut orienter les discussions vers des points forts qu'on maîtrise et occulter un petit peu ce qui ne va pas être bien. Deuxième test technique. Qu'est-ce que tu nous proposes? Deuxième test technique. Alors, ah oui, normalement on fait un jeu de rôle avec les chapeaux. C'est pas grave. C'est pas grave, tu veux pas faire le chapeau. Deuxième test technique, c'est la revue de code. C'est plutôt orienté développeur, d'accord, parce qu'on est sur du code, mais ça peut être orienté aussi architecte, architecte technique, solution architecte, quel type de profil. C'est quoi? C'est un fichier de code avec des bugs dans le fichier, des bad practices, à contrario des best practices, ou des améliorations possibles. Et c'est ce que j'ai connu chez AWS et chez Google. On en parlait encore tout à l'heure. En gros, ce qui s'est passé, c'est que chez un concurrent, donc chez AWS, on m'a donné un fichier avec des bugs en disant voilà, je te donne un fichier, ça ne fonctionne pas, tu le fais chez toi. Et en gros, corrige-le. Et puis après, on fera un débrief avec 2 autres personnes et tu nous expliqueras ce que tu as fait pour pouvoir le corriger. Alors le gros avantage, c'est quoi? C'est que on simule une vraie situation qui pourrait arriver dans l'entreprise et on évalue les compétences réelles de la personne, puisque là on va lui demander de résoudre un problème et donc du coup de coder. On peut avoir ses capacités d'analyse et de résolution de problèmes, en plus de ça, sans pénalisation par un logiciel. D'accord? Donc c'est vraiment indépendant du logiciel. Par contre, le gros inconvénient, c'est que moi dans mon cas, je me suis fait un peu recaler parce que je ne connaissais pas les produits.
ok. Et il y avait d'autres produits qui étaient plus à même de résoudre le problème, et que l'architecture que j'ai proposée au tech lead ne le satisfaisait pas. Donc du coup, je n'ai pas été retenu, malheureusement. Et généralement, typiquement, quand on fait cette revue de code, on perd un peu de temps. Alors, on verra tout à l'heure, on perd beaucoup de temps. Mais on a potentiellement besoin d'un deuxième test pour infirmer ou confirmer les doutes qu'on peut avoir sur le premier. Et chez OVH, du coup, ça se passe comment? Alors déjà pour ce test-là, en fait, nous on va très peu l'utiliser finalement en fait la revue de code parce que alors ce qui est génial côté entreprise, c'est qu'en effet on va voir le schéma de pensée du candidat qu'on a en face de nous et ça permet de voir comment il réfléchit et ça c'est important et c'est plus important même je dirais que les connaissances purement de techno ou autre. En revanche, le gros inconvénient que nous on voit dans les équipes, c'est qu'en fait c'est énormément de temps à accorder au candidat. Et sur un recrutement, surtout si on veut rencontrer du monde, et s'il y a du monde en fait en process, on ne peut pas accorder autant de temps. Pour vous donner une idée, j'utilise dans une équipe de SRE au sein de nos équipes network. C'est un entretien qui dure donc 2 heures de revue de code. Il y a tout en amont en fait la préparation déjà de l'entretien. Il y a l'entretien de 2 heures et après il y a tout le débriefing justement sur ce qui a été fait pendant les 2 heures. Donc on fait ça fois le nombre de candidats qu'on rencontre, c'est clairement beaucoup trop long. En plus de ça, comme on est sur des profils SRE, ils ont ajouté une demi-heure de questions justement en mode échange entre pairs, justement structuré sur ces questions-là. Donc en fait, le temps à accorder sur chaque candidat est trop long. Donc en fait, c'est un super test qui permet de bien voir, en fonction du profil qu'on veut recruter, comment réfléchit la personne et de bien étudier son profil. En revanche, c'est trop chronophage. Exactement. Bilan de ce test. Alors si on fait la météo de la revue de code, alors vous avez compris, hein, côté candidat, on est bof parce que ça prend du temps et puis c'est un petit peu embêtant. Et côté entreprise, ça prend aussi énormément de temps et c'est pas très satisfaisant. Encore une fois, tout dépend bien sûr des candidats ou autres. Là, on vous parle de façon globale sur des profils très particuliers. On sait qu'il va y avoir peu de candidats. C'est très pertinent. Mais au global, voilà. Exactement. Test suivant. Ça donne quoi, Laurent? Est-ce que ça te frustre pas quand même un petit peu de trouver le bon test? Et bien, passons au test suivant. Voilà. Alors, le test suivant, je pense que c'est le test que vous avez le plus connu. Ça vous dit quelque chose, cette photo-là? On taira le nom, parce que je sais pas trop, on parle de lui, mais en fait, il y a beaucoup de tests sur plateforme qui existent. Donc, c'est effectivement le test sur plateforme. Et c'est celui, après la discussion, c'est celui qui a cherché à mener au Saint Graal, le test ultime, celui qui va résoudre tous les problèmes et trouver le meilleur candidat et qui ne fait pas perdre de temps aux entreprises. Généralement, ce genre de test sur plateforme, c'est des petits QCM qui sont associés à des profils de type SRE, DBA, DevOps, développeurs, etc. Exactement, ouais. Moi aussi, typiquement, en tant que candidat, j'ai aussi créé des tests là-dessus. C'est vachement pratique pour les candidats, parce que ça peut être fait à la maison. Okay, donc on donne une URL, tu cliques sur le lien, tu fais le test, pas de souci. Par contre, c'est peu intéressant, en tout cas, pour le candidat, parce qu'il est un peu tout seul sur son ordinateur. Il généralement s'associe à un timing. Donc dans le coin en haut à droite, là, on a un timing, on a par exemple de 30 secondes pour la réponse, alors que le temps qu'on lise la question et que les réponses, on n'a pas forcément le temps. Et effectivement, c'est par rapport à ton candidat des conflits là, de tout à l'heure. C'est lui qui était stressé et dit, j'ai enlevé des gros mots, c'était pas très intéressant comme, comme test. Et c'est pas représentatif. C'est pas représentatif, exactement. Généralement, ce type de test-là aussi, on a des langages qui ne sont pas du tout faits pour ce type de test. Si on fait l'algorithmie pure, je ne sais pas si vous avez déjà fait des tests sur plateforme, mais ces trucs-là, on a moins on a de caractères, plus le test est pertinent parce qu'on a écrit en très peu de lignes de code, donc on va avoir 10 sur 10, alors que si on fait du C#, déjà avec la déclaration des librairies, on a tout explosé. Bref. Et en tout cas, c'est inapplicable en situation réelle. On n'a que très rarement le cas de dire on fait de l'algorithmie pure et dure.
Et je ne sais pas pour vous, mais moi en tout cas, ce qui m'a toujours énervé quand j'étais développeur, c'est qu'on nous considère uniquement comme des gens qui pissent du code. Ça m'a toujours énervé. Pour moi, un bon développeur, ça doit aussi écrire des tests unitaires, écrire de la doc, faire de la qualité de code, et puis il y a tout ce qui est à côté sur les daily meetings, sur les estimations de tâches, etc., etc. Donc le métier de développeur en tant que tel, c'est pas uniquement pisser du code ou faire de l'algorithmie, mais c'est beaucoup plus que ça. Et effectivement, le test sur plateforme ne teste pas tout ça. Alors, côté entreprise, du coup, pour répondre aussi, je pense, à une question, alors, oui, on l'utilise quand même beaucoup, parce que c'est finalement très pratique pour nous. Le coding game, c'est un premier filtre qui est ultra simple à utiliser, où on peut utiliser un lien public où directement les candidats vont aller dessus. Ça permet déjà de filtrer une grande masse, et en plus de ça, on n'a même pas besoin de faire appel en fait finalement au manager pour savoir si oui ou non c'est réussi, parce que sur le coding game ou sur d'autres plateformes, on a déjà en fait un taux de réussite. Donc en fait, c'est très utilisé pour cette raison. On sait aussi que c'est pas ce qu'il va y avoir de plus pertinent, parce qu'on voit pas la réflexion du candidat, on va pas voir ce sur quoi il s'est appuyé, on n'est même pas sûr in fine d'ailleurs que c'est lui qui l'a fait, parce que on n'est pas avec lui quand il fait le test. Donc en fait, je dirais que c'est un très bon filtre si derrière en fait il y a une vraie discussion technique, qu'on revient, et qu'en fait le test, le coding game ou le test sur plateforme va servir en fait de base technique, enfin de base pour un échange technique avec l'équipe. Il ne faut pas le prendre pour entre guillemets pour argent comptant, et que ce soit purement discriminatoire quoi qu'il arrive. Et en plus de ça, moi côté recrutement, je sais que quand j'invite un candidat à faire un coding game, j'ai toujours ce petit truc de me dire bon, je sais que ça va pas être apprécié, et clairement en fait le candidat, on sait que c'est un peu un pinceau à faire le test technique. C'est rare qu'on me dise je me suis éclaté à faire le coding game, vraiment c'était super intéressant. En revanche, voilà, une fois que le coding game est passé et que c'est validé, qu'on me dise la discussion technique avec l'équipe était super intéressante, ça complètement. Donc en fait, il faut le voir aussi comme un passage et pas un test exclusif de oui/non. Voilà. Niveau météo, du coup, ce test très controversé, qu'est-ce que ça donne? Alors niveau météo, on voit que le candidat, généralement, hein, je pense qu'on l'a entendu dans la salle quand tu l'as dit, les candidats ne sont pas satisfaits, parce qu'effectivement c'est un peu nul. Et côté entreprise, toujours bof. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, là pour l'instant, on n'a pas un test qui nous satisfait. Tous les deux. Exactement. Avant de passer sur le test suivant, Laurent. Oui, dis-moi. On sait que toi, tu as passé beaucoup de tests. Peut-être. On sait que coding game est un test qui est assez récurrent. Coding game et autres tests, à chaque fois j'utilise ce terme-là, mais c'est pour parler de tous. Est-ce que tu n'aurais pas des bonnes pratiques à nous donner pour roxer les tests? Exactement. Moi, j'ai quelques petits conseils avant d'entrer chez Google. Alors pour information, avant d'entrer chez Google, ça faisait plus de 2 ans que je n'avais pas fait de développement. Et donc du coup, je me suis dit, je vais me remettre à développer. Donc je suis allé sur du coding game. Et je vais réapprendre à faire de l'algorithmie, je vais réapprendre à faire du développement. Quelques petits conseils, c'est n'attendez pas le type de poste de vos rêves pour vous entraîner. Moi, j'ai passé peut-être 30 minutes tous les jours pendant un mois à faire de l'algorithmie, faire des tests, faire des petits jeux. Pourquoi? Parce que ça m'a donné l'habitude d'avoir un timer sur le côté, de gérer mon stress. Et puis, j'étais un petit peu rodé sur les questions types. Si on fait un petit parallèle, c'est pas parce qu'on a 800 ou 900 en TOEIC qu'on est bilingue. D'ailleurs, on en parlait tout à l'heure sur le TOEIC et le TOEFL. Et c'est pas celui qui rock le test technique et qui est pur en algorithmie qui va être le meilleur candidat pour toi. C'est une logique à avoir, c'est un des automatismes à avoir, et plus on passe de tests de ce genre, mieux, plus habile on est dessus. Exactement. Du coup, est-ce qu'on ne recherchera pas le Saint Graal? Est-ce que tu n'as pas trouvé le Saint Graal chez OVH? Alors, jusque-là, t'as mis directement ça. Donc, il y a un test qu'on n'a pas assez exploré, et qui en fait n'est pas un test, mais qui est des tests, c'est le test fait maison. Comme son nom l'indique, en fait, il y a autant de tests faits maison qu'on peut en faire. Il n'y a pas de définition, encore une fois, précise de forme. Ça dépend du contexte, ça dépend des profils qu'on chasse. Mais moi, je vais vous parler en fait d'un test qu'on utilise dans nos équipes observabilité au sein de la DSI pour des profils type SRE DevOps.
pourquoi je vais vous en parler? Déjà, je vous parle de qu'est-ce que c'est ce test-là. Ce test-là, alors c'est bien sûr quelque chose de fictif. Le but, c'est pas qu'on demande aux candidats de produire quelque chose qu'on utilisera par la suite, parce que ça aussi, ça existe, mais c'est pas le cas ici. Donc, vous faites du travail déguisé. Non, je parle pas de ça, je dis dans des équipes. Donc c'est un travail qui est fictif. En fait, on va donner une semaine au candidat, pendant laquelle le but du candidat est de monter une infra d'observabilité sur nos infrastructures et de la déployer de la façon la plus automatisée en prenant en compte des questions sur la résilience, la haute dispo, etc. Et donc, ça permet de mettre le candidat dans une vraie situation, une situation concrète de ce que vit l'équipe au quotidien, et donc aux deux parties et au candidat qui va faire ce travail-là, de pouvoir se projeter sur son travail au quotidien, et à l'équipe qui va aussi lire son travail, de pouvoir le projeter sur ce travail très concrètement. Et donc, pourquoi je disais c'est le Saint Graal? Parce qu'en fait, si jamais on reprend factuellement tous les points qu'on a vus avant, ce test-là, il est plus pertinent qu'un test en ligne, puisqu'il est réellement sur le travail que va faire l'équipe. Donc déjà, il est pertinent là-dessus. Ensuite, on voit la réflexion du candidat, parce qu'il y a de la documentation associée, c'est lui qui prend des choix techniques et autres. Donc voilà. Ensuite, on voit très concrètement aussi la capacité du candidat à builder ses connaissances sur les outils de base de l'équipe, mais pas forcément les outils que l'équipe va utiliser, mais que lui connaît et qui peuvent être la même chose, peu importe que ce soit du Ansible ou du Puppet, in fine, tant que le travail est fait ou autre. Et enfin, c'est pas une perte de temps non plus pour l'équipe, parce que l'équipe ne recevra en entretien le candidat que si jamais la solution qu'il propose est relue par l'ensemble de l'équipe est intéressante. Et dans ce cas-là, on le reçoit après en entretien de 2 heures, justement, pour le challenger sur le travail qu'il a produit. Donc, en fait, côté entreprise, il va cocher toutes les cases qu'on recherche. Et donc, ce test-là, pour tout vous dire, on l'utilise encore. Et c'est vrai que côté entreprise, il est génial. Et on pourrait croire que c'est le Saint Graal, entre guillemets, que c'est le Saint Graal comme test. En revanche, grosse catastrophe. Ce test-là, il est très bien pour nous, mais en fait, il n'est pas très bien pour les candidats, justement. Moi, je l'ai utilisé pour... Je pense qu'on a embauché une bonne dizaine de candidats, de collaborateurs maintenant dessus. Et donc, il y a une petite centaine de candidats qui l'ont passé. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a 2 inconvénients majeurs. Le premier inconvénient, c'est qu'en fait, on va demander à des candidats qui sont surchassés, des profils SRE, qui vont bosser sur de la vraie infra, sur nos technos, sur des sujets souvent qui sont assez similaires à ce qu'on va rechercher côté observabilité. On va leur demander de passer entre 3 et on a déjà vu 15 heures sur ce test-là, alors que tout le monde a une vie pro et perso qui vient s'ajouter et qu'être candidat n'est pas un métier. Être candidat n'est pas un métier et c'est quelque chose qui vient s'ajouter et qu'on oublie souvent. Donc en fait, les personnes qui vont réellement aller au bout de ce test et qui vont le faire bien pour ensuite décrocher l'entretien avec le manager et avec les lead tech, c'est une personne qui aura passé du temps et qui se sera investie, mais peut-être même trop. Donc ça, c'est le premier point. Et deuxième point, en fait, comme beaucoup de tests maison, et là je parle de celui-ci, mais il y en a d'autres tests maison qu'on fait passer chez OVH, l'inconvénient c'est qu'en fait, les consignes, la compréhension du test peut être tellement large souvent, qu'en fait, on va avoir des candidats qui vont partir sur complètement un autre sujet et qui vont aussi perdre du temps. Alors, quelquefois, c'est chouette parce qu'en fait, là, en l'occurrence, pour le sujet d'observabilité, j'avais un candidat qui avait monté une plateforme Cube, etc. Et finalement, il est allé du coup dans une autre équipe. Mais ça peut aussi être une perte de temps en fait des deux côtés. Voilà. Donc pour ce test, très bien, mais déçu pour la partie candidat. Donc, Laurent, je pense qu'en fait, les tests techniques qui allient les deux côtés n'existent pas et qu'on peut abandonner. Merci beaucoup. Non, je rigole. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, la météo de ce test-là, on l'a pas fait. On n'a pas fait la météo. Donc, côté entreprise, comme je vous le disais, c'est génial. Côté candidat, c'est génial si jamais vous avez du temps. Exactement. Mais je pense qu'on peut trouver mieux que ça quand même. Parce qu'on a vu les code reviews, les tests sur plateforme, ton test que tu nous expliquais. Et je pense qu'on peut trouver un petit peu mieux que ça. Déjà, on va peut-être récapituler du coup tous les éléments qui font qu'un test est un, entre guillemets, bon test, en prenant en compte cette fois-ci et l'aspect entreprise, mais aussi l'aspect candidat. Donc,
Un bon test, c'est un test qui va mettre en situation réelle le candidat, qui n'est pas un pinceum, qui n'est pas pénible à faire pour le candidat, qui n'est pas trop long, j'espère. C'est un test qui coûte pas trop cher aussi à mettre en place. Et quand je parle de trop cher, je parle et de éventuellement les licences de certaines plateformes, mais cher également en termes de temps. Encore une fois, c'est ce que je disais, passer 2 heures ou 2 heures et demie en entretien, plus toute la préparation, etc., c'est entre guillemets trop cher. C'est aussi un test idéalement qui ne soit pas trop scolaire, qu'on ne va pas demander trop de théorie, parce que outre le fait que en fait, ça ne monte pas la réflexion, en plus de ça, on se met de côté beaucoup de candidats qui sont peut-être plus seniors et qui ont moins ce côté scolaire. C'est aussi idéalement un test qui permette un vrai échange humain, qu'on ne soit pas tout seul derrière son ordinateur à faire un coding game ou à faire un test, mais que ce soit aussi une discussion et un échange. C'est aussi un test qui, si possible, soit adaptable à tous les profils. Là, on vous a parlé de tests pour des profils dev ou pour des profils SRE. Est-ce qu'il n'existerait pas un test où, in fine, qu'on soit DBA ou même PIO, en fait, on puisse le passer, qui ne permettent pas trop aussi de filouterie, parce que c'est ce qu'on voyait coding game, quand on est très bien entraîné, on peut être très bon, alors que voilà, avoir des lacunes sur d'autres sujets. Et enfin, un test qui permette d'évaluer la compétence. Donc ça fait 8 points à checker pour avoir le test dit parfait. Exactement. Et donc, ce qui est amusant, c'est que quand on a réfléchi à ce talk, je me suis penchée sur vraiment tous les tests techniques qui étaient faits au sein de la DSI d'OVH, et je me suis penchée notamment sur un test qui était fait dans une petite équipe qui avait créé son propre test et qui recrutait comme ça depuis X années. Et donc qui s'appelle le test, que moi j'appelle le test de Thomas. Alors cherchez pas sur Google le test de Thomas, vous ne trouverez pas. Comme quoi sur Google on ne trouve pas tout, parce que c'est un test fait maison. N'importe quoi. Alors, déjà le test de Thomas, du coup, qu'est-ce que c'est et comment c'est né? Alors, le test de Thomas, c'est né du constat que lui, Thomas, donc alors pour vous donner déjà le premier point d'accroche, Thomas dans ses équipes, c'est des profils de dev qui mettent les mains dans l'ops, donc des profils DevOps. Et il recrutait beaucoup, et c'était il y a longtemps, donc il recrutait aussi pas mal. C'était avant qu'on mette en place tout le process aussi d'accompagnement RH qu'il y a aujourd'hui. Et il trouvait qu'en fait, via le pair programming qu'il utilisait à la base, ça montrait ni le côté débrouillard, ni le côté méthodique d'un candidat, et qu'en fait, il voulait voir les mecs en situation. Mais en situation de quoi? Et c'est là où lui-même a passé pas mal d'entretiens dans pas mal d'entreprises pour essayer de faire un best practice de tout ce qu'il a vu et se dire comment je peux optimiser tout ça. Et donc, il s'en est inspiré, et son but, c'était de créer un test sans knowledge, où on va passer tous les moments inintéressants de théorie basique, mais avec que de la réflexion et que de la pratique. Et à quoi il ressemble ce test? Alors là, ce que je vous ai mis, c'est le compte-rendu du coup d'un entretien d'1 heure avec un candidat qui d'ailleurs est chez nous depuis 2 ans maintenant. Depuis 2 ans. Donc, comment ça se concrétise? Ça va être, je rentrerai plus dans le détail tout à l'heure, vous verrez, mais en gros, c'est une session d'archi en mode tableau blanc ou dans un contexte de début de réunion. À savoir qu'au début, le test a été pensé, donc, comme je vous le disais, pour des DevOps. Le projet est de mettre en ligne une vidéo de chaton et donc le candidat va se mettre dans la peau d'un product owner à qui on va demander ce dont on a besoin en fonction de nos souhaits. Et c'est à lui de dire on va avoir besoin de ci, on va avoir besoin de ça, et de checker tout ça. Et donc ça va balayer tous les sujets du stockage, de la base de données au stockage, en passant par la conception logicielle et infra. Et à chaque fois, ça permet de checker les différents sujets dont on a besoin. Et donc ça permet de voir si jamais le candidat est apte à créer une solution, à créer une solution, à bâtir une solution, à sa culture tech, ses bonnes compétences aussi, ses compétences en développement, ses best practices là-dessus, et en se mettant dans une posture d'acteur, à creuser ce qu'il connaît, à montrer ses compétences, et il n'y a pas aussi une histoire de connaissance d'outils. Et donc avec ce test aujourd'hui, on a embauché plusieurs dizaines, j'allais dire peut-être un peu plus de 100 collaborateurs, des profils d'abord dev, SRE, puis on l'a généralisé à des profils DBA, des profils PIO, vous verrez. Et en fait, ce que moi je trouve chouette avec ce test-là en particulier, c'est que le candidat, moi le retour que j'ai, c'est que le candidat se sent évalué à sa juste valeur et que aussi il le trouve fun, parce que le sujet en soi est aussi assez marrant.
Donc, pour rentrer un peu plus, vas-y. Ah. Ah oui. Donc, ce test-là est parfait, le test de Thomas. Pour la petite anecdote, en fait, le test de Thomas, on l'appelle le LOLCAT en interne. Voilà. Donc, le LOLCAT, c'est un chouette test où le candidat va se sentir réellement bien testé, bien jugé. Et ce test aussi sert bien l'entreprise parce qu'on n'a jamais eu des déconvenus et de rupture de période d'essai après ce test-là. Comme quoi, en fait, vraiment, ça permet de bien checker ce dont on a besoin. Pour la petite anecdote, donc là je rentre un peu plus. Pour la petite anecdote, donc là vous avez différents screenshots que je vous ai faits de nos documents internes. Donc attention, c'est secret. Non, je plaisante. Ceux d'OVH, fermez les yeux. Hein. Non, en fait, ce qui est beau dans cette histoire au niveau du test, c'est que au moment où moi je m'occupais de faire ce talk et de voir un peu tout ce qui était fait, on a généralisé en fait ce test technique parce que sur un hiver, on a eu beaucoup d'ouvertures de postes et au sein de la DSI, on a dû recruter 100 futurs collaborateurs. Plus d'une centaine donc de postes à pourvoir très rapidement. Et c'est dans ce contexte qu'on s'est dit, OK, aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de passer auprès du moindre candidat qui serait bien, mais qui en fait ne va pas fitter pour telle équipe parce qu'il va lui manquer des petites compétences là-dessus. Et donc de se dire, il faudrait qu'on ait une cartographie des compétences du candidat à l'instant T et qu'on puisse se dire, OK, aujourd'hui, comme il est bon là-dessus ou là-dessus, on va plutôt peut-être l'orienter vers telle équipe ou vers telle équipe ou vers telle équipe. Et donc c'est dans ce contexte qu'on a décidé d'uniformiser tous nos tests techniques au sein de la DSI. Et donc ça permet, de faire switcher le candidat sur une équipe ou sur une autre en fonction de ses appétences et de ses compétences, donc de gagner du temps et de recruter plus vite, et aussi d'uniformiser le niveau en termes de recrutement sur les compétences qui sont attendues. Aujourd'hui, que vous soyez développeur Python dans une équipe au sein de la DSI ou développeur Python dans une autre équipe au sein de la DSI, en fait, ça va être les mêmes attendus en fonction du niveau qui est projeté. Voilà. Et donc en fait, ce test, il a été étendu. Donc là, c'est le screenshot de gauche que vous voyez. Aujourd'hui, si jamais vous êtes donc développeur back ou développeur front, ou plutôt côté infra, ou plutôt côté aussi on l'a non-tech, donc typiquement pour le côté PIO, vous passerez ce test. Ça va être simplement que l'attendu pour rentrer dans le détail va être différent. Typiquement, là, vous avez la première question qui est sur l'architecture. L'attendu que vous soyez, si vous êtes en développement back ou en développement front, va être différent. L'attendu va être complètement différent. Et on a des petites questions pour relancer à chaque fois en fonction de est-ce que la personne a répondu ce qu'on attendait ou est-ce qu'on peut la relancer sur le sujet ou lui donner les bonnes pistes. Et donc, on a par test technique 5-6 personnes qui sont habilitées tout au sein de la DSI pour faire passer ces tests-là, qui sont d'équipes différentes. Ce qui permet qu'on ait une personne représentative, grosso modo de chaque équipe, qui puisse être présente à l'entretien, checker ce dont il a besoin également avec les autres, et donc ça fait des comptes rendus d'entretien donc en mode tableau blanc, qui permettent aussi cette cartographie et si jamais c'est pas aujourd'hui qu'on recrute la personne, que ce soit demain et qu'on sache quel était son niveau technique sur les différents sujets. Vas-y. Bah vas-y quoi? Non, t'en es là toi. Ah. C'est toujours à toi de parler. Hein. Encore. Moi, je peux faire ton speech, hein, mais je pense que c'est mieux toi quand même. Et donc encore une fois, depuis que ça s'est généralisé, même sur les profils DBA ou autres, en fait, on n'a eu que des retours positifs. Et donc là, à l'instant où je vous parle, d'ailleurs, on a une personne qui est en LOLCAT, pour la petite anecdote. Et donc, ça, c'était une façon de vous montrer que ce test-là, aujourd'hui, il va couvrir tous les besoins qu'on avait besoin de checker sur ces profils-là, que éventuellement sur d'autres équipes, ça peut être plus pertinent d'utiliser d'autres tests, de le coupler avec d'autres. Mais ce qui est important, c'est d'avoir en tête que le test technique ne fait pas tout. Et d'avoir aussi conscience des limites des deux côtés. Et de se dire, typiquement, si jamais on garde le test qu'on a aujourd'hui côté observabilité, on sait qu'on va se fermer la porte auprès de candidats qui n'ont pas le temps de le passer. Et c'est OK, c'est assumé pour le manager, mais voilà, d'avoir à chaque fois en tête, toutes ces limites. Ce test-là, pour nous, c'est celui qu'on a trouvé qui couvrait le plus tous les avantages et les inconvénients des deux côtés. Maintenant qu'on a vu les différents types de tests techniques, Laurent, est-ce que tu peux nous expliquer comment on peut mettre toutes les chances de notre côté en tant que candidat et réussir les tests de façon la plus optimale?
Alors effectivement, je vais vous essayer de vous donner quelques tips and tricks pour roxer le système, pour roxer tous les tests. Déjà, alors je donne des cours aussi en fac, et ce que je dis à mes étudiants, en gros, c'est faites du personal branding. Alors c'est quoi le personal branding? C'est de se vendre en tant que personne et non pas en tant que compétence. Donc typiquement, mettez en avant votre GitHub, votre GitLab, vos Stack Overflow, participation au Meetup, participation à des conférences, parce qu'on va vous connaître vous et non plus vous n'êtes pas être un numéro avec des compétences type Java, .NET ou quoi que ce soit. Un autre truc, c'est aussi essayer de participer à des projets open source. Donc faites des pull requests, travaillez sur des projets voilà, qui sont open à tous. Typiquement, je crois qu'au mois d'octobre, il y a il y a un mois en fait où on peut participer à des projets open source. Ça s'appelle j'ai plus le nom en tête, mais c'est pas grave. C'est un espèce de hackathon sur les projets open source. Et en fait, vous avez une liste de choses à pouvoir mettre en place. Imaginez qu'aurait ajouté de la doc et faire une PR, c'est aussi participer à un projet open source. Aussi, les recruteurs, s'il vous plaît, moi je vous dis ça de mon point de vue. Ne prenez pas le test comme Comme argent comptant. Exactement, et surtout comme une optique Éliminatoire. éliminatoire, c'est marqué là. Mais juste pour souligner les points forts et les axes d'amélioration, d'accord, des candidats. Et allez creuser ailleurs, s'il vous plaît. On parlait de GitHub, GitLab. Donc, faites votre boulot, en fait. Non, je rigole. Et, non mais sans plaisanter, c'est important, et là je parle du coup à tous ceux qui sont candidats demain, c'est très important d'avoir un compte GitHub ou un compte GitHub en bref, qui soit alimenté. Parce que entre deux candidats, et j'en parlais ce matin avec Annelle qui est recrutée, en fait entre deux candidats, ce qui va aussi faire la différence, c'est la passion de la personne qu'on a en face de nous et qui ne va pas se cantonner à ce qu'il va voir dans son travail quotidien, mais qui va aller creuser aussi au-delà et qui va avoir des projets perso, des projets auxquels il va contribuer. Et entre deux candidats, et notamment sur ce genre de sujet, ça fait clairement la différence. En ce moment, par exemple, je recrute sur des sujets OpenStack, on regarde les contributeurs OpenStack, évidemment. Et ce qui est intéressant là-dessus, c'est qu'effectivement, le compte GitHub, GitLab, c'est du code que vous faites hors stress et dans des vraies conditions. Sur tes posts OpenStack, je pense que tu as dû rencontrer des personnes qui avaient contribué à OpenStack qui étaient juste des brutasses. Et effectivement, toi, en tant que recruteuse, tu veux les recruter, évidemment. Ouais. Du coup, si on résume un petit peu, le test, c'est pas un miracle. D'accord? C'est pas en faisant un test technique, on va connaître tout de la personne. Il y a une limite au test, enfin il y en a deux en tout cas. Il y a la capacité du candidat à monter en compétence et à s'adapter à l'équipe. Typiquement, tu m'avais dit, mais moi je le constate aussi, je préfère une personne qui n'a pas toutes les connaissances profondes du langage, mais qui est prête à aller plus loin, à s'engager, à dire oui c'est bon, je vais regarder, plutôt qu'une personne qui dit mais moi je connais pas par cœur le langage Go, et puis j'ai pas trop envie d'évoluer, j'ai pas envie de faire d'autres choses. Et surtout aussi, à savoir s'adapter au niveau de l'équipe, à savoir naviguer. Là, on n'a peut-être pas parlé des hard skills et des soft skills, mais les hard skills, c'est vraiment les connaissances du langage. Je pense que les soft skills sont aussi importants, voire plus importants que ça. Et le deuxième limite au test, c'est pour avoir un bon recrutement, c'est 50% de mindset, on en a parlé, et 50% de technique. Donc vous voyez que le test technique, on évalue au max 50% du recrutement. Comme on dit, on peut tout à fait monter en compétence sur des sujets tech, mais on ne change pas de perso. Exactement. Du coup, si on résume, on n'a pas un test, mais on a plusieurs tests. On a plusieurs types de tests pour plusieurs types d'évaluation. Ça reste un support de discussion ou de réflexion. C'est pas une fin en soi, d'accord? C'est vraiment une ouverture à la discussion en disant ok, tu as bien fait le test technique, est-ce que tu peux aller plus loin? Est-ce que tu peux me dire comment tu te comporterais dans une équipe? Pour information, moi chez Google, j'ai passé 7 entretiens, dont 3 techniques, et les 4 autres étaient des entretiens plutôt de soft skills pour savoir comment j'allais m'intégrer dans l'équipe, comment je pouvais gérer, comment je contribuais, comment j'allais apporter quelque chose d'intéressant à Google. Si on revient à un test, si on regarde un test qui est win-win, win pour le recruté, win pour le recruteur,
C'est un test qui allie les intérêts de l'entreprise et les intérêts du candidat. D'accord. C'est pas parce que vous avez trouvé quelqu'un en termes de recruteur qui va tout déchirer à un test que vous allez dire bah, je vais l'embaucher. Si le candidat lui dit bah ouais mais en termes de feeling avec mon manager je le sens pas, c'est pas intéressant. En plus on en a parlé tout à l'heure, encore tout à l'heure. Et côté candidat, mettez en avant vos contributions et contribuez aussi si vous pouvez. Hein, je vous dis pas de contribuer, mais si vous pouvez, mettez en avant vos contributions, meet-up, conférences, bouquins, cours, ce que vous voulez. Et côté recruteur, allez au-delà du CV et regardez aussi les contributions, parce que ça peut être super intéressant de voir qu'une personne, bah, comme tu dis, a contribué à OpenStack. Et je pense que le mec qui fait du corps développement sur OpenStack, je pense qu'il est beaucoup plus intéressant. Moi, pour conclure cette conférence, je vous dirais que moi, le déclic de me poser la question sur les tests techniques, ce déclic, j'ai eu à la suite d'un retour négatif qui s'est pas bien passé, d'un candidat qui m'a dit pourquoi il s'était senti mal pendant le test, pourquoi il trouvait ça pas pertinent. Et en fait, je vous invite vraiment à faire la même chose, de pouvoir en fait communiquer sur si un jour un test ou un process ne vous paraît pas pertinent, communiquez-le et dites-le et proposez peut-être aussi des axes d'amélioration. Si c'est fait avec bienveillance et avec droiture, en fait, ça ne peut être qu'une façon ce sera peut-être le déclic d'une autre personne, d'un autre recruteur et l'occasion pour lui voilà, d'y réfléchir à nouveau. Comme on dit chez Google, sharing is caring. Voilà, j'ai envie de le placer. Donc là, on a balayé très rapidement les grands tests techniques. Enfin, bien sûr qu'on aurait pu en voir plein d'autres. Et on a survolé également le test de Thomas, mais je dirais que ce talk, c'est un peu comme un CV. Le but, c'est que ça ouvre la discussion. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, il nous reste 3 minutes. Il nous reste 3 minutes si vous avez des questions. Et n'hésitez pas, on a un open feedback. Comme on vient de vous le dire, hein, faites des retours. Essayez d'être constructif. Mais faites des retours si c'est bien, pas bien, s'il y a des choses à améliorer, si vous êtes d'accord, pas d'accord. Il n'y a aucun souci. Si vous avez des questions, je ne sais pas si on prend des questions. Il reste 10. Ouais. 2 minutes 30 de questions. Donc si vous avez des questions, c'est maintenant. Oui, il y en a une là-bas. On peut répéter hein, pour ceux qui sont en rediffusion. Alors la question c'est est-ce qu'on peut avoir les slides Oui, je les mettrai quelque part sur Slide Deck ou truc comme ça. Oui, ouais. Donc ce soit partagé par Swantech. Ouais. Elles seront sur YouTube. Non, mais je partagerai, je mettrai un LinkedIn, un Twitter, ce que vous voulez. Mais, ouais. Oui. Alors, je répète. Du coup, dans le cas de stagiaires avec des personnes qui ont donc peu d'expérience, comment on ferait pour évaluer la compétence du stagiaire? Et donc, pour la petite anecdote, celui qui pose cette question, c'est Benoît, avec qui je recrute, et notamment des stagiaires. Et ben en fait, je trouve que ce que vous faites aujourd'hui est très intéressant parce qu'en fait, ce que vous allez checker, c'est avant tout la motivation du candidat et sa capacité en fait à monter en compétence. Et ce qu'on va attendre du stagiaire, c'est pas qu'il soit bon techniquement, c'est que nous, on puisse lui apprendre le maximum, et c'est plutôt dans cette optique-là, et qu'il soit réceptif à ce qu'on va lui apprendre. Donc, je dirais que le but du stagiaire, c'est pas de l'évaluer techniquement, mais de voir si jamais nous, on peut lui apporter, et si jamais il va être réceptif à ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une dernière peut-être, avant de conclure? Et bien, s'il n'y a pas d'autres questions, merci à tous pour votre écoute.